I'm here speaking today, reaching out to my son Sagi. He's an arm length away in Gaza, evidently, but couldn't be farther from me. אבא שלי, אחותי, אחי, סבתא ובדודה שלי. כאילו לקחו לי חצי מהמשפחה. We are people with families, and we want to be back families again. On demande que Céline, mère de Eli, revienne. Ma fille, elle n'est pas partie pour faire la guerre. The optimistic scenario here is that she's held hostage in Gaza and not dead on the street of the kibbutz where we grew up. On sent bien la douleur des familles dont les proches ont été pris en otage. C'est un appel douloureux à la libération de leurs proches. Il s'adressait même au président Macron aujourd'hui. Ils sont plus de 130 à être pris en otage selon le Hamas. L'armée israélienne promet de continuer ses bombardements jusqu'à ce qu'ils soient libérés, mais le groupe menace d'exécuter les otages en réaction aux frappes israéliennes. Donc, c'est un cul-de-sac. Faire la guerre au Hamas, ça revient-il à les condamner? Notre invité est grand reporter pour Le Figaro, un quotidien français, et spécialiste du Moyen-Orient. Il a lui-même passé 124 jours en captivité en Irak, il y a de cela près de 20 ans. Je lui ai parlé un peu plus tôt, Georges Malbruno. Georges Malbruno, merci d'avoir accepté notre invitation à 24/60 ce soir. Nous venons d'entendre la supplique des familles des otages. Comment réagissez-vous? Comment accueillez-vous leur interpellation, notamment au président Macron? Ce sont des propos bouleversants de la part de personnes qui sont dans la souffrance aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'ignorance de connaître la situation de leurs proches. C'est hélas comment dirais-je, un épisode de scénario qui est assez classique dans une prise d'otage. Ils ont appelé Emmanuel Macron à la rescousse, à l'aide, parce qu'ils sont binationaux, ceux qu'on a entendus, et donc il est normal que la France essaie de faire quelque chose. Ça va être, j'ai l'impression, compliqué, parce que la France, comme vous le savez, n'a pas de relation avec le Hamas. Et aussi, je crois que c'est un dossier qui est géré quand même de manière assez serrée par Israël, par Benjamin Netanyahou. Alors, la France, c'est assez, je dirais, facile de savoir quels sont les leviers qu'elle peut actionner. Ces leviers sont le Qatar, qui est le pays qui soutient politiquement le Hamas et l'aide financièrement. En plus, c'est un pays qu'on connaît très bien pour sa capacité à jouer les médiateurs dans les crises d'otages. Lorsque j'étais otage, c'est eux qui ont faciliter grandement quand même notre libération. Donc il a une expertise en la matière. Et puis il y a l'Égypte aussi, dont les services de renseignement ont des contacts avec le Hamas, qui sont implantés, ces services égyptiens, dans la bande de Gaza, et qui sont les partenaires, je dirais, traditionnels, aussi bien le Hamas, l'Égypte, pardon, que le Qatar, qui sont des partenaires traditionnels, des intermédiaires traditionnels entre Israël et le Hamas lors des précédentes crises 2021-2014. Donc voilà. Ensuite, ce qui est frappant... Pardon. Non, j'allais dire, est-ce que, dans le fond, Israël est condamné à négocier ou condamné à sacrifier ses otages? Parce qu'il y en a quand même... Le Hamas, aujourd'hui, semble dire qu'il y en a 130. On évoquait 150, mais quand même, c'est un nombre considérable. C'est un nombre. Alors, c'est ce nombre qui fait, je dirais, la nouveauté de cette prise d'otage. On n'a jamais vu une prise d'otage de cette ampleur. Bien sûr qu'Israël va négocier, ils l'ont fait dans le passé pour négocier la libération de Gilad Shalit et d'autres détenus aux mains de l'organisation palestinienne. Le Hamas aussi a intérêt à négocier. Ils ont déjà annoncé, je dirais, en quelque sorte, la couleur, lorsque l'autre jour, un de leurs responsables, dès le lendemain, je crois, de
de l'attaque contre Israël. Il a dit on a suffisamment d'otages pour obtenir la libération de tous les prisonniers palestiniens détenus en Israël. On sait qu'il y en a 5 000. Et donc, voilà, simplement, ce qui est nouveau et ce qui est peut-être inquiétant, c'est que, en général, dans une prise d'otage, lorsque vous êtes seul ou deux, comme c'était notre cas, si vous voulez, les ravisseurs n'ont pas intérêt à vous tuer, sauf Al-Qaïda, par exemple, en Irak, tuait systématiquement. Mais sinon, même Daesh, l'AQMI au Sahel ne tue pas, parce qu'un otage mort est un otage qui n'a pas de valeur. Donc, ils le négocient pour en récupérer des avantages financiers ou politiques. Mais là, simplement, comme il y en a au moins une centaine, ils peuvent tout à fait se livrer à un jeu assez macabre de pression sur Israël pour empêcher que l'État hébreu lance son offensive terrestre, et comme Israël ne renoncera pas à lancer son offensive terrestre, le Hamas peut tout à fait en exécuter certains, et ça lui laissera quand même tout, je dirais, toute la possibilité ensuite d'en garder suffisamment pour négocier justement la libération la libération des prisonniers palestiniens en Israël. Donc voilà, on s'achemine vers des jours douloureux dans ce domaine-là, mais il faut pas se leurrer. Il y aura, je pense, des négociations, sauf si on apprend que les 130 otages ont perdu la vie. Mais je ne crois pas. Je pense la sécurité des otages est importante pour les ravisseurs en général, et donc dans le cas du Hamas, ce sera, je pense, la même chose aussi. Mais vu d'ici, on pouvait comprendre, par contre, que la pression est très forte sur Israël pour lancer son offensive terrestre. Et si cette offensive est lancée, on peut, par la même occasion, tuer les otages. Et parce que la détermination d'écraser le Hamas et la détermination du Hamas aussi d'écraser Israël, ce qui s'annonce est terrible. Alors, croyez-vous que Netanyahou, son gouvernement, va finalement... Parce que les négociations, c'est long, là. Mais les forces sont mobilisées. De toute façon, d'après ce qu'on a compris, évidemment qu'Israël va tout faire pour libérer cet otage, mais pas au prix de renoncer à son offensive terrestre. Donc la priorité aujourd'hui d'Israël, ça n'est pas de négocier la libération des otages, c'est de préparer son offensive terrestre. Et ensuite, le Hamas l'a déjà dit, à chaque bâtiment qui sera bombardé, sans qu'on ait été prévenu avant, eh bien, un otage sera tué. On s'achemine vers une espèce comme ça de bargain absolument sordide. Encore une fois, parce que le Hamas a la possibilité de se livrer à ce chantage odieux, parce qu'ils ont suffisamment d'otages à leur disposition. C'est ça qui change la donne. En plus, il y a eu une multitude de nationalités. Il y a beaucoup de binationaux, donc la plupart sont israéliens, sont tous israéliens, mais il y a des binationaux français, américains et autres. Donc, ça confère à cette triste affaire d'otages une dimension internationale qui peut amener le Hamas ou ses partenaires dans la région qu'ils soutiennent, comme le Hezbollah, à demander la libération d'un certain nombre de membres ou d'activistes qui sont emprisonnés en France ou ailleurs. Croyez-vous que ce que l'on vit maintenant, c'est un échec, pas d'Israël, mais un échec d'avoir résolu ce conflit, de ne pas avoir résolu ce conflit depuis des années, et qu'aujourd'hui, dans le fond, Netanyahou aussi, il doit réagir à l'échec de son gouvernement de ne pas avoir su protéger sa population d'une attaque comme celle-là? Alors, il y a d'abord un premier échec pour Israël et pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est l'échec sécuritaire dont vous avez dû déjà parler, évidemment, la faillite des services de renseignement, l'armée qui n'était pas suffisamment déployée au sud. Ça, c'est un premier échec, surtout qu'on a appris en début de semaine, confirmé par les Américains, que visiblement l'Égypte avait prévenu quelque chose allait se passer. Donc, lorsque cette dramatique crise se sera terminée, je pense que Benjamin Netanyahou affrontera une commission d'enquête parlementaire et que les Israéliens, ils ont déjà commencé, demanderont des comptes. Mais au-delà de ça, je ne cesse de le répéter, c'est ce que Dominique de Villepin aussi a dit aujourd'hui, cette crise, cet abcès de violence à peine imaginable,
n'est pas si surprenant que ça quand on sait qu'on a laissé cette prison à ciel ouvert, ce pot de pu qu'est la bande de Gaza, comme ça pourrir parce que on n'a pas voulu reconnaître la communauté internationale en 2006 l'élection du Hamas qui avait gagné ce scrutin législatif au terme d'élections transparentes, et puis on n'a jamais voulu régler ce processus de paix. Israël a gagné la deuxième intifada, Israël s'est senti ensuite très puissant, et un certain nombre de pays arabes ont fait la paix ou ont normalisé leurs relations avec Israël, et Israël pensait qu'il aurait, dans un avenir proche, avec l'Arabie Saoudite et d'autres peut-être, tous les pays arabes signeraient la paix avec lui, sans que l'État hébreu ait à faire de concessions sur le dossier palestinien, ce qui était une illusion. C'était une illusion, et cette illusion, elle a hélas explosé vraiment d'une manière absolument sordide samedi, mais ça n'était pas si surprenant pour ceux qui s'intéressent de près à cette question. Même si le conflit était devenu un conflit de basse intensité, la question n'était pas résolue, et c'est une question politique, c'est une question d'occupation de territoire en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et il faut régler. Mais bon, Israël ne veut pas la création d'un État palestinien. Les négociations qui étaient le canal par lequel on devait régler ce problème israélo-palestinien ont échoué en 2000. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que le Hamas aura le vent en poupe parce qu'il a montré aux Palestiniens que eh bien, l'option de la lutte armée a permis d'infliger un revers militaire à Israël, qui est pour la première fois. On est dans la haine accumulée profonde, très profonde, notamment à Gaza, peuplé de 80% de réfugiés palestiniens, territoire surpeuplé, bloqué depuis 2007, très difficiles conditions de vie. On est dans des accumulations de haine inimaginables. Et aujourd'hui, en Israël aussi, c'est la haine, parce qu'on les comprend, parce qu'ils ont subi un revers comme ils n'avaient jamais subi depuis la création de l'État hébreu en 1948. En terminant, Georges Malbruno, très rapidement aussi, vous avez évoqué votre prise d'otage. Vous-même, vous avez vécu le pire de ce qu'on puisse imaginer aux mains du djihad. Vous avez bientôt 20 ans. J'imagine que ça vous habite toujours, ces souvenirs-là, quand vous devez témoigner de la situation actuelle aussi, en terminant. De penser à ces familles qui gardent espoir et de ces otages qui doivent vivre dans la terreur, en terminant. Surtout pour les jeunes, parce que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait quand même 40 ans, on pouvait rationaliser notre peur. Quand on est un enfant de 12 ans, on ne peut pas rationaliser sa peur, donc c'est quelque chose qui est effrayant et qui est, c'est bouleversant de penser à la détresse de ces jeunes qui sont aujourd'hui otages aux mains de gens qui sont d'une cruauté innommable. Donc oui, c'est très difficile à imaginer, et c'est assez pénible de penser à la souffrance qui est la leur, quoi. Georges Malbruno, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous lit notamment dans Le Figaro. Merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.